Aujourd'hui, on va parler économie, enfin plutôt situation géopolitique actuelle, à travers le prisme de l'économie et surtout du monétarisme. Alors qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui sur les marchés financiers? Eh bien, on a une augmentation, une explosion du prix de l'or, une augmentation de la valeur du dollar par rapport à un panier de devises. Dernièrement, on a vu que l'euro avait encore chuté. Et puis, on a une augmentation du pétrole. Alors évidemment, dans un contexte de risques inflationnistes, alors soi-disant contenus, mais bon, tout dépend effectivement comment sont comment sont calculées les datas qui permettent de définir si effectivement on a de l'inflation ou pas. Enfin, je veux dire, quand vous utilisez votre monnaie pour aller faire vos courses, vous voyez bien que le panier, eh bien, il a augmenté. Et puis surtout, on a une inflation qu'on a du mal à maîtriser par rapport à des postes clés de la vie courante, c'est-à-dire l'énergie, c'est-à-dire la location ou le remboursement de son bien, ou l'achat, on va dire, de son bien, puisque tout augmente à ce niveau-là, et c'est des charges qui sont incompressibles, finalement. Donc, aujourd'hui, effectivement, quand il y a un risque inflationniste, on sait très bien que l'or peut jouer un certain rôle, mais c'est pas là son rôle essentiel. Très souvent, lorsque l'or commence à exploser comme ça, surtout lorsque le dollar également, lui, commence à prendre de la valeur par rapport à un panier de devises, et ben ça signifie surtout une chose, c'est qu'il y a une perte de confiance des acteurs économiques envers les États et envers les gouvernements. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Et très souvent, l'or commence à booster, comme ça, à bousser sur les marchés financiers, parce qu'il y a aussi évidemment un contexte et un risque de conflit armé. Alors je pense qu'aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a le collectif Ouest contre l'Eurasie, de l'autre côté, mais on a également effectivement un autre théâtre d'opération potentiel. On a vu qu'il y avait une ambassade iranienne qui a été bombardée par les Israéliens. Donc la question, c'est pas de savoir s'il va y avoir une réplique du côté iranien. La question, c'est de savoir quand elle aura lieu. Donc forcément, sur les marchés financiers, eh bien, ça se retranscrit. On a vu également qu'avec le début des opérations spéciales de la Russie en Ukraine, eh bien, effectivement, il y a un certain nombre de sanctions qui ont été prises, soi-disant pour détruire l'économie russe. LOL. Et donc derrière, évidemment, ça envoie un signal fort, puisque la monnaie, et en l'occurrence le dollar, a été instrumentalisée pour pousser ces sanctions. Et donc ça envoie un signal fort, bien évidemment, aux autres pays qui se disent, bah attention, si on utilise une monnaie et que derrière il y a des sanctions qui se mettent en place, eh bien tous nos investissements dans cette monnaie, y compris effectivement les investissements de biens concrets, matériels, comme l'immobilier, si tout est gelé. Moi, je vois bien en Bulgarie qu'il est impossible maintenant pour un Russe de revendre son appartement ou sa maison, parce que ça touche même le particulier. Il ne faut pas croire que c'est les oligarques qui sont visés et les amis directs de Poutine qui sont visés à travers ces mesures. Le Pékin lambda moyen qui a réussi à économiser 3 kopecks pour s'acheter un petit appartement sur les bords de la mer Noire, et ben aujourd'hui il est bloqué, il peut plus revendre. Voilà, donc tout ça, ça envoie des signaux forts, que ce soit effectivement aux pays étrangers qui sont potentiellement dans une situation de conflit. À un moment donné, eh bien, si vous appelez la Chine, vous dites peut-être que la dette américaine que j'achète à un moment donné sera gelée, donc vous sortez de la dette américaine, vous achetez, comme le font actuellement les banques centrales, du gold, de l'or, puisqu'il n'y a pas de contrepartie, c'est pas le risque en face est nul, voilà, ça se conserve de la valeur, mais ça n'appartient à personne, contrairement à une monnaie, et à de la dette qui verse des intérêts, et qu'on peut geler, qu'on peut empêcher d'être utilisé. Et puis, de l'autre côté, effectivement, pour les acteurs économiques, bon, il faut dire qu'il s'est passé 2-3 trucs ces dernières années qui portent pas à augmenter la confiance qu'on peut avoir envers les gouvernements. Bon, voilà. Je rappelle la période du Coco Circus. Là, il y a quand même des trucs qui commencent à sortir de plus en plus. Au niveau économique, ça bat un petit peu de l'aile. Et donc forcément, sur les marchés, on a une augmentation de l'or. Et ce qui est aussi notable, c'est cette augmentation en parallèle du dollar, qui reste toujours la monnaie de réserve mondiale et l'ultime refuge, puisque c'est effectivement l'asset le plus liquide, normalement, par rapport au... Si vous n'êtes pas de l'autre côté, si vous n'êtes pas en Eurasie, c'est comme ça. Donc c'est normal qu'on voit tout ça monter. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de ça, essentiellement, et surtout d'un ouvrage que j'ai lu. Alors c'est un petit livre qui fait à peu près une centaine de pages,
70 pour la traduction française, qu'on trouve en ligne et que vous pouvez télécharger. Je vous mettrai le lien en dessous de cette vidéo, dans la description, si ça vous intéresse. Je vous invite bien évidemment fortement à aller y jeter un œil. Il est à l'origine écrit en anglais, mais il est traduit en différentes langues, donc vous allez trouver le français également, et vous pourrez vous faire votre propre idée. C'est un ouvrage qui a été rédigé par un auteur qui s'appelle David Webb, qui est un ancien, on va dire, comment dire, manager de hedge fund aux US, donc c'est grosso modo quelqu'un qui gère des fortunes. Donc qui a différents clients qui lui confient des fortunes et qui doit faire fructifier. Et c'est un type qui a ses antennes très ouvertes et qui, ayant observé depuis quelques années quand même le déroulement des opérations sur les marchés financiers, ce qui se transcrit quand même dans la vraie vie par un certain nombre de choses, d'événements, a décidé finalement de lancer plus ou moins l'alerte. En 2009, il a décidé de partir s'installer en Suède, parce qu'il a vu comment se développaient certaines choses sur le continent nord-américain, et il s'aperçoit aujourd'hui qu'avec cette uniformisation mondiale, notamment au niveau du droit essentiellement, eh bien tout ça a atteint l'Europe et qu'il y a danger en la demeure. Alors danger en la demeure, à quel niveau ? Dans ces 70 pages ou 100 pages de ce livre que je vous invite à lire, effectivement, il y a toute une partie où il va expliquer son background, d'où ce gars vient, concrètement, ce qu'il a fait. Il a eu l'occasion plusieurs fois de discuter avec George Soros, par exemple, pour lui expliquer un petit peu ses vues. Et il a une réflexion qui est assez intéressante. Alors lui-même le dit à un moment donné, il s'était aperçu dès les années 90 bien, que les marchés financiers montaient essentiellement à cause de la liquidité. Donc la liquidité, c'est effectivement les banques centrales qui impriment, ou alors les banques. Enfin, plus ces liquidités augmentent, plus il y a du pognon tout simplement à réinjecter dans le système. Et donc plus il y a d'argent pour investir dans les actions, donc faire monter les marchés financiers, ou dans l'immobilier, bien évidemment. Et donc il disait lui-même c'était déjà une théorie complotiste à l'époque. Donc bon, il s'en fichait un petit peu, il avait mis en place des algorithmes pour gagner de l'argent en fonction de ces fluctuations, et ça fonctionnait a priori très bien. Et aujourd'hui, il lance l'alerte sur autre chose. Donc sa famille a connu évidemment aux US les années 30 et la Grande Dépression, et il y a des choses assez intéressantes à raconter par rapport à ça. Et donc ce qu'il dit lui, par exemple, c'est que ce qui compte, c'est la vélocité de la monnaie. Donc il met ça en place par une équation très simple, c'est le produit intérieur brut divisé par la masse monétaire. Et quand ça baisse, eh bien ça conduit toujours, ça montre tout simplement qu'on arrive à la fin d'un cycle monétaire, comme je l'ai rappelé dans mon livre Apocalypse 2030, c'est ces cycles de dette long terme, et que quand on arrive à la fin, eh bien il y a un gros souci en général qui se règle de différentes façons, par une bonne crise et souvent par une bonne guerre. Donc il a montré également par rapport à un ouvrage de de Friedman, par exemple, l'économiste, que cette vélocité de la monnaie n'avait fait que baisser des années 1880 à la fameuse Grande Guerre en 1913-1914. Voilà, donc on sait comment ça s'est soldé après par une bonne guerre. Et qu'aujourd'hui, on est structurellement là-dedans et qu'on arrive à la fin et au bout du bout. Alors évidemment, les bonnes âmes qui nous dirigent, ceux qui maîtrisent cet instrument de contrôle qui est la monnaie, ont bien compris ce qui se passait, génèrent aussi un petit peu le truc, parce qu'à chaque fois qu'il y a une bonne crise, eh bien, il y en a qui font tapis, il y en a qui ramassent la mise. Et là, la grosse difficulté que l'on trouve aujourd'hui, le gros problème, c'est qu'effectivement, il y aurait une modification du droit de propriété, qui ferait que, nous ne serions pas vraiment, véritablement propriétaires de nos avoirs. Alors bien évidemment, si vous avez du cash en banque, vous n'êtes pas propriétaire légalement de ce cash, puisque officiellement, vous l'avez, officieusement, comme si vous ne le savez pas, vous l'avez prêté à la banque, quand vous avez de l'argent liquide qui est posé sur un compte en banque, c'est un prêt que vous faites à la banque. Donc si la banque fait faillite, ça passe dans les profits et pertes et vous perdez tout. Alors c'est ce qui s'était produit. Il donnait l'exemple des années 30 aux US, il parlait de, je ne me rappelle plus de cette ville, Cleveland je crois, voilà exactement. Donc il y a eu effectivement dans les années 30 un gros bug aux US comme l'on sait tous, et donc les banques ont fermé, puisqu'il y a eu un gros bank run à un moment donné, les gens ont retiré leur fric, ils avaient peur, et ils ont fermé les banques. La banque centrale a décidé de fermer toutes les banques, et de façon plus ou moins unilatérale, a décidé à un moment donné de donner une liste de banques qui pouvaient rouvrir. Alors, celles qui ont été fermées, les gens qui avaient des avoirs dans ces banques ont tout perdu.
Mais la beauté de la chose, c'est que ceux qui avaient des avoirs avaient aussi souvent des dettes, puisque il y a des emprunts qui sont liés à des emprunts immobiliers, des choses comme ça. Les dettes, par contre, n'ont pas disparu. Donc ces dettes ont été repackagées et revendues à d'autres banques. Ce qui fait que les gens qui avaient tout perdu, à un moment donné, se retrouvaient dans l'incapacité de pouvoir rembourser leurs prêts. Et donc, eh bien, les gens se sont servis sur le collatéral. Donc, en clair, les banques ont récupéré les maisons. Ils ont laissé les gens dedans, mais cette fois-ci, ils n'étaient plus propriétaires, mais devenaient locataires de leurs propres biens. Ils les avaient laissés dedans. Alors, le but, c'était évidemment pas d'être altruiste et de laisser les gens dans leur propriété, entre guillemets, qui n'étaient plus leur propriété. C'était juste de pouvoir passer l'hiver du mieux possible, parce que ces gens-là, étant locataires maintenant dans leur ancienne propriété, pouvaient tout simplement chauffer les murs pour éviter que la maison se dégrade juste avant que la banque puisse se saisir du bien complètement et le remettre en vente. Voilà. Donc on est dans ce type de truc. Et aujourd'hui, c'est ce que semblait dire David Webb, c'est que il y a eu une modification du droit international qui semblerait nous porter à croire que, eh bien, nous ne serions plus propriétaires, évidemment, des actions, peut-être même de l'immobilier. Alors, évidemment, si vous avez de l'immobilier adossé à une dette, voilà, vous êtes sûr que vous perdez tout, puisqu'il y a ce système de collatéral. Lorsque la crise est vraiment violente, à ce moment-là, bon, ça fait comme dans les années 30, la banque fait tapis, enfin les financiers du dessus, hein, c'est pas votre banque de quartier. Mais il semblerait dire qu'il y a une grave modification du droit qui fait que même si vous êtes censé être propriétaire, et prenez l'exemple d'une voiture qui aurait été achetée cash à un concessionnaire et que malgré tout, malgré ça, vous ne seriez pas vraiment réellement propriétaire de la voiture, du véhicule, qui serait toujours adossé au concessionnaire dans son bilan, ce qui ferait que si le concessionnaire fait faillite, eh bien on récupère la voiture, donc votre voiture par voie de conséquence. Donc ça mérite quand même d'être, je veux dire, analysé de plus près. Il faudrait bien regarder. Moi je l'ai lu une fois parce que je suis sur autre chose en ce moment. Je suis dans l'écriture de mon prochain ouvrage, donc j'ai regardé tout ça. Et il semblerait que cet homme-là fait quand même pas mal de conférences, notamment en Europe, et que ce système d'alerte en interpelle plus d'un. Beaucoup de gens qui, au finalement derrière, ne font rien, puisqu'ils sont un peu dans la capacité de réagir face à cette mainmise tentaculaire. Là, on parle de la pieuvre quand il s'agit de la mafia, mais là, on est vraiment dans autre chose, quoi. Donc, il semblerait confirmer finalement ce que nos amis du WEF ont dit à un moment donné, vous n'aurez plus rien. C'est pas parce que vous serez content de louer les choses, hein, dire ah chouette j'ai plus de voiture, mais pourquoi? Parce que je suis content d'en louer une, je la loue le temps dont j'ai besoin de m'en servir, puis après je suis pas emmerdé à changer les pneus, à faire réparer ou ceci ou cela. Non, c'est parce que tout simplement vous n'aurez plus le choix, parce qu'on vous aura tout récupéré, vous serez tondu de A à Z. Voilà, donc je vais vous mettre le lien en dessous de la description de cette vidéo. Je vous invite à télécharger cet ouvrage. La première partie, il explique un peu son background, etc. Vous pouvez survoler tout ça. C'est toujours intéressant quand même, parce qu'on voit que ces gens-là mènent aussi des vies de chiens. Voilà, donc gérant de hedge fund, à dormir au bureau, et puis à prendre une limousine pour aller effectivement choper un avion, pour aller à Tataouine, revenir, ne pas profiter de sa famille, etc. C'est pas si évident que ça. Donc c'est toujours intéressant. Bref. Alors, ceci étant dit, effectivement, on est quand même dans une situation aujourd'hui où on a du mal à pouvoir contrôler ce qui nous arrive. On peut mettre, comme je le dis toujours, tout un système en place pour pouvoir se garantir un minimum de liberté par rapport à tout ça. Vous avez la réponse survivaliste, par exemple, où vous allez vous cantonner, vous regrouper finalement sur une forme de communauté, et puis ça peut être votre famille élargie, ou les gens du village, et puis récolter vos propres légumes, etc. Vous pouvez travailler dans l'esprit d'avoir un maximum de mobilité. On a vu que toutes ces stratégies sont imparfaites. Pourquoi? Parce que de toute façon, par définition, la vie est risquée. Quand on vient au monde, eh bien, on sait que ça va se terminer, du moins pour notre corps physique, à terme d'une certaine façon. Tout est corruptible, tout passe. Et que de toute façon, dans on va dire, la machine à laver de l'histoire, quand la machine se met en route, surtout dans des proportions comme celles dans lesquelles on est potentiellement projeté aujourd'hui, eh bien, toute stratégie est foncièrement imparfaite. On voit qu'il y a quand même, depuis des années, une tendance à l'inflation, à la mondialisation. Je veux dire, avant, il y a peut-être 70 ou 80 ans, les chefs d'entreprise en France passaient la frontière pour aller mettre du pognon en Suisse avec des valises.
et puis sortir un petit peu du système. Quand on regarde, ne serait-ce que autant on emporte le vent, hein, avec Red Butler qui met de l'argent dans un autre pays, et puis bah quand c'est le bordel aux US avec la guerre de sécession, bah il est hors du problème. Aujourd'hui, si vous faites ça en Europe, quel que soit l'endroit où vous allez en Europe, on est en euro, tout est interconnecté, c'est compliqué. C'est très très compliqué, donc on peut encore essayer plus ou moins de sortir d'une zone économique, hein. Donc là on parle effectivement du bloc nord-américain, du bloc européen, peut-être du bloc asiatique et du bloc latino-américain, mais on a d'autres problèmes qui se grèvent dessus. Donc quelque part, tout ça derrière génère une angoisse. Alors le fait d'être proactif et d'essayer de mettre en place une stratégie, c'est déjà dans un premier niveau de réflexion le moyen de lutter justement contre l'angoisse. Parce que plus vous êtes inactif, moins vous êtes en prise sur le réel, moins vous êtes en prise sur votre destin, votre destinée, la vôtre et celle de vos proches, plus vous êtes angoissé. Et donc là, on touche au cœur finalement central de tout ça, du réacteur nucléaire, hein, du fonctionnement de l'humain. Eh bien, c'est la spiritualité, c'est ce que j'essaye de mettre en avant plus ou moins à travers ces vidéos. Et donc là, je vais vous parler d'un autre ouvrage que je suis en train de lire en ce moment. C'est un pavé qui fait plus de 900 pages, donc ça se lit pas et ça s'ingurgite pas comme ça. Surtout qu'on ne fait pas que ça, mais c'est passionnant. C'est l'ouvrage de Piero San Giorgio, le dernier ouvrage de Piero San Giorgio, qui traite de la peur et comment plus ou moins tenter de maîtriser cette peur. Alors c'est intéressant, je vous ferai un compte-rendu là-dessus, évidemment, quand j'en aurai tiré la substantifique moelle, et puis j'essaierai de faire une interview avec Piero, ça sera encore mieux, comme ça il pourra il sera plus à même de nous parler de son travail. Voilà. Mais toujours est-il que au centre de tout ça, on est arrivé à une époque où l'homme n'est plus ancré. On a perdu tous nos repères, alors ça a été fait sciemment, hein, mais la famille a volé en éclats, les repères spirituels et religieux qui valent ce qu'ils valent, mais ont volé en éclats, et donc derrière, comme la nature a peur du vide, on a essayé de réinstaller autre chose, donc on a réinstallé le consumérisme et la science. Depuis quelques années, on a bien vu les limites de la science, hein, puisque comme tout système humain, à un moment donné, s'est récupéré, s'est fourvoyé, s'est transformé pour des intérêts privés. Il y a encore que quelques neuneux qui y croient à fond et puis qui se font bananer, on voit déjà ce que ça donne. Et derrière, ça laisse l'humain complètement vide, alors ça sera l'objet de mon prochain ouvrage, parce que je m'attaque à des textes fondateurs de différentes civilisations et qui nous apportent des réponses qui sont, à mon avis, très très contemporaines à toutes les angoisses que l'on peut avoir, au manque d'ancrage que l'on peut avoir. Et je pense que effectivement, un humain qui est ancré, c'est-à-dire qui a une forte spiritualité, eh bien, il est plus, on va dire, plus à même de lutter contre le totalitarisme. Il est plus ou moins, on va dire, indéboulonnable, parce que déjà, on pourra pas le bananer. Il aura développé des capacités intuitives d'analyse, puisque aujourd'hui on voit bien maintenant que même le robinet de l'information sur Internet va commencer à se fermer plus ou moins. Donc comment vous allez prendre vos informations, comment vous allez pouvoir vous positionner dans tout ça, alors que évidemment il y a de l'opposition contrôlée, il y a de la manipulation grossière, mais qui existe, il y a encore des gens qui suivent ça. Et puis il y aura des faux, hein. On voit qu'avec l'intelligence artificielle, on fait dire ce qu'on veut à des vidéos, machin. Donc, qu'est-ce qui va nous rester? Il va nous rester ça, et c'est cette substance, on va dire plus ou moins divine de l'humain, qui va nous permettre de passer à travers ça, c'est-à-dire de développer une capacité intuitive, une connaissance intuitive des choses, et puis des qualités mentales, physiques et spirituelles, justement, qui nous permettront d'être, on va dire, positionnés et d'accueillir notre destin de la meilleure façon qui soit, parce qu'aujourd'hui, voilà. Encore une fois, je le dis, toute mise en place de stratégie, il faut prendre conscience que c'est imparfait, mais quelque part, c'est pas grave. L'idée, c'est d'être actif, hein. Voilà. Je veux dire, vous prenez en main votre destin, vous êtes parti d'un constat qui est ce qu'il est, et vous mettez en place des stratégies. C'est tout ce que l'humain doit faire. Et donc, j'essaierai d'apporter des réponses justement à toutes ces questions. Eh bien, dans mon prochain ouvrage, mais je vous en reparlerai. Je travaille dessus activement. Voilà. Donc, c'était un petit retour aujourd'hui sur ces points essentiels. La situation géopolitique est évidemment pas brillante. Alors, les marchés financiers montent, hein. Je discutais avec un copain là qui me disait que lui, qui est coach sportif, et qui me disait que c'était dur aujourd'hui pour lui parce que l'inflation, il se l'est pris 2 fois dans la tronche. Une première fois dans son panier de courses. Et la seconde, par rapport à ses clients, évidemment, qui font attention et comme
on va dire, on fait partie de la dernière roue de la charrette des loisirs. Les gens font des coupes sombres sur des choses quelque part ne devraient pas faire, puisque bon, le sport c'est aussi le bien-être, et c'est le bien-être et l'assise spirituelle et mentale aussi, et ça permet eh bien de repartir au charbon, etc. Mais bon, toujours est-il que c'est comme ça. Et donc lui en souffre financièrement, alors que en parallèle, vous regardez sur les marchés financiers, jusqu'à aujourd'hui, on a une hausse qui est incroyable. Donc, on va dire que tout le monde ne vit pas la même chose, hein. Mais quelque part, on se dirige tous vers une sorte de maelstrom, là, une sorte de Ragnarok, et que à travers tout ça, eh bien, il va falloir justement réussir à naviguer. Donc, pour naviguer, il faut prendre les bonnes infos. Je n'arrête pas de le dire. Ce livre-là de David Webb, dont je vous mets le lien en dessous, eh bien, c'est la première des choses. Il est gratuit, hein, allez-y, franchement. C'est intéressant, c'est pas très long en plus, donc voilà. Après, il faut quand même prendre du temps pour bien comprendre les concepts. Et ensuite, travailler sur soi. Merci Pierrot pour ton ouvrage, parce qu'il y contribue bien évidemment. Donc évidemment, il y a des techniques hein, dedans mais là, j'en suis au tout début du livre, hein, donc on a effectivement le fonctionnement, la physiologie de l'histoire, donc c'est quand même super intéressant. Voilà, eh bien écoutez, sur ce, voilà de bons conseils de lecture, hein, je pense. Vous pouvez vous procurer ces ouvrages et puis vous faire un petit plaisir avec le soleil qui revient. Allez, je vous dis à plus.